les États-Unis n'ont atteint aucun objectif militaire. Ce que je veux revenir toucher au sujet de Donald Trump, c'est ceci. Est-ce qu'il cherche vraiment une porte de sortie? Est-ce que, par exemple, il va simplement se retirer et déclarer la victoire, comme vous l'avez dit, selon le conseil de son mentor, Niais, puis déclarer la victoire en tout temps? Ou est-ce que ça va escalader au point où on pourrait potentiellement voir des troupes américaines au sol en Iran et faire monter le conflit jusque-là? Tout le monde s'emballe face à la vérité, mais il faut comprendre ceci, les troupes qui ont été expédiées là-bas, transportées par avion, peu importe comment on veut appeler ça, ce sont en grande partie des forces d'infanterie légère. Ce sont de bons soldats, de bons marines. Ils sont organisés, entraînés et équipés pour des missions qui ont disparu il y a 30 ou 40 ans. Mais on s'accroche obstinément au passé quand il est question de l'armée américaine. Alors, on a encore une division aéroportée prête à être larguée, quelque part sur quelqu'un, puis à être anéantie. Il existe un excellent livre intitulé « Thriving on Failure », et tout le livre porte sur les forces aéroportées. Il passe en revue toutes les forces aéroportées existantes, leur nombre, et ce qu'elles étaient au départ. Nous sommes ceux qui gardent cette grande division remplie d'infanterie légère. Mais en 1991, quand Schwarzkopf, qui était un officier d'infanterie, s'est fait dire « Pourquoi on ne prend pas la 82 et on ne la fait pas sauter sur, mettons, Nasiriyah, qui était un immense aérodrome près de l'Euphrate ?» Il a répondu « Êtes-vous fous ? Comment peut-on être certain que les défenses aériennes là-bas n'ouvriront pas le feu et ne tueront pas tout le monde ?» Il a dit « Oubliez ça, ils n'y vont pas. » Donc quand la 422 est finalement entrée, elle est entrée en autobus scolaire, une expérience plutôt humiliante pour un parachutiste, mais ils sont entrés dans le pays en autobus scolaire. Ensuite, il y a les marines. Les marines voulaient lancer un assaut sur le port de Kuwait City et Schwarzkopf les a essentiellement jetés dehors en disant « Vous êtes malades. Vous allez faire tuer plus de monde dans des accidents et on n'a pas besoin de ça. C'est trop risqué. Oubliez ça. » C'est une perte de temps. Parce que les marines avaient tenté un débarquement sur la côte irakienne. Un des bâtiments de la marine a frappé une mine, et ça a été la fin de l'histoire. Parce que les mines, qu'est-ce que vous faites avec ça? Comment savez-vous que vous les avez toutes trouvées? Il suffit de 2 ou 3 mines en mer. En fait, un général des marines avait dit à l'époque, tout ce que vous avez à faire, c'est voir du monde lancer des barils de 50 gallons dans l'eau. Et l'opération amphibie est terminée. Alors, on a cette infanterie légère, et vraisemblablement, ils veulent s'en servir pour s'emparer d'îles dans le golfe Persique. En partant du principe que si vous prenez 2 ou 3 îles, ce serait un tournant décisif. J'ai pas encore compris comment, parce que, au bout du compte, aucun des navires qui veulent passer par ce détroit ne sera couvert par l'assurance. Les assureurs de Lloyd's of London ne le feront pas. Ils n'y toucheront en aucune circonstance tant que ce sera une zone de guerre. Ce sont les assureurs de Lloyd's of London qui ont fermé le détroit d'Ormuz, pas l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran l'a sous contrôle. Mais en quoi le fait de saisir quelques îles change quoi que ce soit? En fait, même en supposant qu'ils puissent atteindre ces îles sans se faire descendre du ciel, ensuite ils doivent y rester. Ça veut dire qu'ils doivent se protéger contre les missiles balistiques tactiques et les systèmes sans pilote, notamment les drones Shahed et toutes ces choses qui arrivent avec des ogives d'une précision redoutable. Je ne vois rien de bon sortir de ça et je ne pense pas que Donald Trump, comme on en a parlé avant, soit prêt à admettre une défaite. Alors on va probablement voir une dernière tentative, selon moi spectaculaire, pour écraser l'Iran. Après ça, tout devient possible. Mais je continue à me demander ce que les Chinois, en particulier, pourraient faire. Et si vous regardez le reste du tableau, les dirigeants israéliens parlent ouvertement d'une manière qui, à mon avis, est très très dangereuse. Mais ils n'ont pas tort. Ils le disent publiquement en soutenant que la Turquie est, comme ils veulent maintenant qu'on le prononce, est réellement positionnée pour attaquer Israël. Depuis le tout début, la Turquie ottomane, puis l'État turc que nous connaissons aujourd'hui, a été le gorille de 500 livres dans la pièce. Donc c'est une puissance stratégique naturelle, si vous voulez. La dynamique régionale produit cela.
En fait, si vous remontez sur les 2000 dernières années, vous pouvez soutenir qu'il y a eu deux grandes puissances, la Turquie et la Perse. Les Perses ont encaissé de durs coups, mais ils ne disparaîtront pas, ils ne s'effondreront pas, ils ne se rendront pas. Israël a subi des coups terribles. Et cette prochaine phase pourrait, je pense, être fatale pour Israël à bien des égards. Et les Israéliens, le président ou premier ministre Netanyahou, ainsi que son prédécesseur Naftali Bennett, ont tous deux affirmé que les Turcs représentent potentiellement une menace encore plus grande pour Israël que l'Iran. J'imagine donc que l'hypothèse est qu'ils vont maintenant instrumentaliser les forces armées américaines pour attaquer les Turcs. Je ne pense pas que ça puisse fonctionner. Ensuite, il y a l'Égypte, et l'Égypte est une marmite en ébullition. Et notre ami, le général Sisi, nage très inconfortablement dans cette eau bouillante. Il pourrait tomber d'une minute à l'autre. Il a peur de faire quoi que ce soit, de crainte que tout geste ne se retourne contre lui. Mais l'Égypte, sa population et ses forces armées sont en colère et veulent désespérément punir les Israéliens pour ce qu'ils ont fait à leurs frères arabes palestiniens. Et puis, bien sûr, de l'autre côté, vous avez Monsieur Erdogan et ses aspirations ottomanes. Ils ont la plus grande armée de l'OTAN. Ils ont des forces terrestres exceptionnellement compétentes, bien armées, bien équipées. Ils ont des missiles balistiques tactiques, des missiles balistiques d'État, beaucoup de systèmes sans pilote. Ils ont une marine importante capable de faire énormément de dégâts depuis la mer. Qu'est-ce qui empêcherait les Turcs et les Égyptiens de bouger soudainement et décisivement contre Israël pour en finir? Pourquoi ne le ferait-il pas? La haine envers l'État juif, aujourd'hui, dans la région, est plus forte qu'à n'importe quel autre moment de toute son histoire. Je veux dire, tout ça reste possible. Je ne suis pas Nostradamus. Je ne peux pas vous dire ce qui va arriver, mais je peux vous dire que le potentiel est terrible. Et puis, bien sûr, nous n'avons même pas parlé de l'arme nucléaire ou des armes nucléaires dont Israël dispose et qu'il pourrait potentiellement utiliser. Les Russes ont lancé certaines déclarations menaçantes en avertissant les Israéliens de ne même pas y penser. Les Pakistanais ont promis que si les Israéliens utilisaient une arme nucléaire, ils feraient en sorte qu'Israël soit frappé à son tour par le nucléaire. Et bien sûr, les Chinois ont dit que ce serait la disparition d'Israël. Exact. On espère donc que ça n'arrivera pas, mais nous ne semblons avoir aucun contrôle sur Israël. Israël semble avoir énormément de contrôle sur nous, Colonel et Donald Trump là. Dedans, quand vous le regardez, on l'a vu partager cette image générée par intelligence artificielle où il était représenté comme Jésus. On a l'impression de voir sortir tellement de choses folles de la Maison Blanche. Est-ce que vous avez peur pour sa capacité mentale? Est-ce qu'il a réellement perdu pied en ce moment? Est-ce qu'il n'est tout simplement plus dans l'état mental nécessaire pour diriger ce pays? Je pense que c'est vrai. Et il existe une façon d'y remédier. C'est le 25 amendement, et cela suppose que le cabinet se réunisse et décide de le destituer de ses fonctions. D'après ce que je peux voir, tout le monde au cabinet vit dans la peur de Donald Trump, probablement J.D. Vance plus que quiconque. Donc je ne vois rien se produire de ce côté-là. Cela dit, il existe une possibilité. Des milliardaires sionistes, comme Larry Ellison, Ackman, Zuckerberg et d'autres, pourraient décider qu'il est devenu davantage un passif qu'un atout pour eux, pour leurs objectifs et leurs ambitions, dans ce que j'appellerais la suprématie juive au Moyen-Orient et potentiellement la domination de la finance internationale. À ce moment-là, ils pourraient dire qu'il est temps qu'ils partent et cela pourrait changer les choses. Parce que il faut se rappeler que ce sont ces mêmes gens qui contrôlent le Congrès. Combien de personnes se sont levées pour réclamer avec force la fin immédiate du conflit au nom de la Constitution, des préférences du Congrès ou de quoi que ce soit d'autre? Combien ont dit « nous ne financerons plus cela ». Rien de tout cela n'est arrivé. On peut trouver ici et là quelques républicains, quelques démocrates, mais l'écrasante majorité reste silencieuse. Alors ce sera intéressant quand Trump paiera pour ça, et je pense qu'il paiera. À la fin, ce sera une catastrophe, un fiasco. Il sera puni pour cela.
Il servira de bouc émissaire, pour ainsi dire, mais il est aussi un acteur principal de sa propre tragédie. Le reste du Congrès pense qu'il va pouvoir s'en sortir et s'éloigner de tout ça. Je n'y crois pas. Je pense que ce qui nous attend sur le plan économique et financier est désastreux. Et les gens vont demander, comment avez-vous pu nous faire ça? Ils vont tous disparaître. Oui, je pense vraiment que ça en a l'air. Ces chiffres dans les sondages sont à un creux historique. Nous ne sommes qu'en avril. Il reste encore plusieurs mois avant les élections de mi-mandat de novembre, mais je pense que plus cette catastrophe dure, plus il sera difficile pour Trump de conserver le pouvoir. Et je pense que cela pourrait très bien être le début de la fin. Oui. La question c'est, quelle différence les élections de mi-mandat feront-elles? La seule chose que je vois dans ce que j'appellerais l'extrême gauche dure, c'est la haine des Blancs, la haine de ce pays, la haine de la civilisation blanche qu'ils méprisent. C'est assez évident. Donnez-moi votre lecture de la situation actuelle alors qu'on regarde un nouveau blocus de la part des États-Unis. On regarde aussi l'Iran qui pourrait dire qu'il va bloquer le commerce en mer Rouge. Qu'est-ce que vous faites de la situation en ce moment? Je vais l'aborder sous l'angle de 3 sujets importants. Puis nous reviendrons à Trump, à ce qu'il fait ou à ce qu'il essaie de faire en dernier. Le premier élément que je veux souligner, c'est le complexe énergétique mondial. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le complexe énergétique mondial regroupe concrètement des milliers de pétroliers, des raffineries, des installations de production, pas seulement dans le Golfe Persique, mais partout dans le monde. Et nous découvrons des choses que nous n'avions pas pleinement mesurées auparavant. Si vous retirez 15 millions de barils de pétrole du marché chaque jour, certains diraient plutôt 20, mais restons à 15 pour le moment, cela ne perturbe pas seulement les États qui commercent avec le Conseil de coopération du Golfe, avec le Qatar, avec l'Iran ou avec d'autres. Cela frappe soudainement tout le monde, partout sur la planète. Un bon exemple, bien sûr, c'est l'Australie, qui n'a presque aucune réserve stratégique de pétrole. Elle va manquer de diesel dans un délai estimé de 12 à 13 jours. Elle n'a pas de capacité de raffinage, même si elle a encore un peu de pétrole, ce qui veut dire que l'ensemble de son économie va pratiquement s'arrêter. Et ça, ce n'est que l'Australie. Vous trouvez ça très étrange? Moi aussi. Mais, encore une fois, avec le temps, tout le monde devient complaisant. Les gens prennent les choses pour acquises. Or, ce complexe énergétique pourrait se détériorer très très vite. On y revient dans un instant. L'une des conséquences malheureuses, c'est que 35% des engrais mondiaux ont disparu, ils ne sont plus disponibles. Waouh! C'est pratiquement une révolution verte à l'envers. Très peu de gens aujourd'hui savent encore ce qu'a été la révolution verte il y a 50, 60, 70 ou 80 ans, quand on a finalement appris à produire d'énormes quantités de nourriture, ce qui a contribué massivement à la croissance démographique. En ce moment, même si tout s'arrêtait immédiatement, avec cette pénurie de 35% d'engrais, le monde ferait face à des famines au cours des 2 prochaines années dans diverses régions. Même aux États-Unis, où nous avons une pénurie d'engrais, nous allons faire face à l'avenir à certaines pénuries alimentaires. Et nous sommes probablement en meilleure posture que bien d'autres, simplement parce que nous avons autant de pétrole. Ce qui m'amène à autre chose. En ce moment, un grand nombre de pétroliers font la file pour arriver sur la côte ouest ou sur la côte du golfe du Mexique afin de charger du pétrole qu'ils ne peuvent obtenir nulle part ailleurs. Évidemment, l'industrie pétrolière fait beaucoup d'argent à court terme. Mais nous découvrons qu'il est impossible de compenser le déficit parce qu'on ne peut même pas charger autant de pétrole dans le temps imparti. Et nous commençons aussi à entendre à Washington des rumeurs selon lesquelles, au cours des prochains mois, ils devront cesser d'exporter du pétrole parce qu'on va en avoir besoin ici, chez nous. Cela veut dire que nous allons aussi voir apparaître du rationnement ici, chose dont les gens n'ont aucune expérience. Je pense qu'il faut comprendre l'impact de tout cela et se rappeler qu'il s'agit d'une guerre de choix. C'est quelque chose que Trump a décidé de faire avec l'acquiescement du Congrès. Il n'y a eu aucun vote, il n'y a eu aucune déclaration de guerre, aucun dossier n'a été présenté, franchement, au peuple américain, mais le complexe énergétique est en ruine et ça va empirer. L'autre dossier, c'est le
pétrodollar. Le pétrodollar a été la source, dirais-je, d'une grande partie de notre prospérité et certainement d'une grande partie de notre richesse. C'est l'accord hérité des années 1970, selon lequel tout commerce de l'énergie devait se faire en dollars, et ces dollars, une fois le système en place, revenaient ensuite dans notre économie. Ils allaient vers nos bons du trésor et aidaient à financer notre dette et, au fond, une consommation financée par la dette. C'est exactement le système dans lequel nous vivons. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Et tout cela est sur le point de s'effondrer brutalement. La plupart des gens ne comprennent pas cela, non seulement à cause de la fermeture du détroit, mais aussi parce qu'il est très clair que l'Iran a dit « vous pouvez acheter ce que vous voulez ici, mais vous ne pouvez pas le faire en dollars. Il faut le faire de préférence en yuan, mais nous prendrons aussi des roubles. Nous prendrons d'autres monnaies. » Pendant ce temps, une partie de la communauté qui a soutenu ce pétrodollar et cette consommation financée par la dette aux États-Unis comprend l'Arabie Saoudite et les Émirats. Les Émirats ne sont pas encore complètement détruits, mais je dirais qu'ils sont probablement déjà touchés à 50 ou 60%. Et cela pourrait facilement monter à 70, 80 ou 90%. L'Arabie Saoudite essaie en ce moment d'exporter à travers le pays, via l'oléoduc, vers Yann Boudjeda et d'autres points, afin d'utiliser la mer Rouge. Or, il existe ce groupe qu'on appelle les Houthis, contre lequel les Saoudiens ont fait la guerre pendant plusieurs années. Ils sont en position de stopper cela. Ils n'ont même pas besoin de couler des navires. Il leur suffit de détruire les installations portuaires. Encore plus facile, frapper l'oléoduc? Non. Et moi, j'ai déjà circulé le long de cet oléoduc avant Desert Storm. C'est parfaitement visible. C'est très facile. Rien n'est caché. Et les principales infrastructures pétrolières pour le raffinage, la production et le reste se trouvent à Al-Jubail, un immense port situé sur la côte du Golfe. Si cet endroit est détruit, alors je dirais qu'il faudrait être jusqu'à 10 ans pour s'en remettre dans le Golfe Persique. Le président Trump ne semble avoir pris en compte aucun de ces éléments. Rien de cela ne semble avoir occupé une place importante dans les discussions, parce que dès le départ, l'accent a toujours été mis sur Israël. Il faut faire cela pour Israël. Je ne sais pas si historiquement les États-Unis sont déjà allés en guerre exclusivement pour un autre État, surtout quand nos intérêts stratégiques vitaux n'étaient pas en danger et que nous-mêmes n'étions pas menacés. Aujourd'hui, cela a changé. Mais au moment où nous sommes entrés dans cette guerre, c'était pas le cas. Et cela nous ramène au problème Donald Trump. Tout le monde demande quelle est sa stratégie, qu'est-ce qu'il fait. Je pense qu'il faut comprendre Donald Trump. Je n'ai pas voulu l'accepter pendant longtemps, mais maintenant j'y adhère complètement. Il faut revenir à son grand mentor, l'homme qui a le plus profondément façonné le caractère, l'éducation et la formation de Trump. C'était pas son père. C'était un homme nommé Roy Cohn. Roy Cohn avait 3 règles de vie. La première, je crois, c'était attaque, attaque, attaque. N'arrête jamais d'attaquer. En d'autres mots, sois impitoyable. Que tu penses pouvoir gagner ou non, que ta cause soit juste ou non, rien de cela ne compte. Il n'y a aucune morale là-dedans. Si tu veux quelque chose, tu attaques, tu attaques, tu attaques jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Deuxièmement, nie tout. Si tu as fait quelque chose de mal, si tu as commis une erreur, ne t'en fais pas. Ni. Ces 2 premières règles sont donc essentielles. La troisième, c'était déclare la victoire en tout temps. Peu importe ce qui arrive, tu es un succès. Peu importe ce qui arrive, tu es victorieux. Tous les autres ont échoué, tous les autres sont sans importance. Tous les autres sont stupides. Toi, tu es le génie. Toi, tu gagnes. Déclare la victoire. Passe à autre chose. Eh bien, cela a très bien servi le président Trump. Après tout, il a déclaré faillite 6 fois. On pourrait presque dire que pour lui et pour beaucoup de gens à New York qui évoluent à ce niveau de centaines de millions ou de milliards de dollars, la faillite est un modèle d'affaires. Parce que on déclare faillite, on recommence à neuf, puis on obtient de l'argent de quelqu'un d'autre
pour lancer ce qu'on veut tenter la fois suivante. Donc si vous comprenez cela, et si vous comprenez qu'il existe une stratégie, elle tombe sous ces 3 principes. Et il a décidé qu'il allait attaquer l'Iran pour soutenir Israël. Pourquoi ? On pourrait passer beaucoup de temps à suivre l'argent, mais il est évident que sans les milliardaires sionistes qui lui ont donné énormément d'argent, et qui ont aussi ramené dans son camp des gens qui avaient auparavant été contre lui, parce que l'élection de 2020 a été très différente de celle de 2024. Si vous revenez là, dessus, Zuckerberg et toute une série d'autres personnes qui avaient dépensé des centaines de millions de dollars pour battre Trump étaient absents. Ils se sont retirés et en fait ils ont commencé à se présenter à Mar-a-Lago pour lui baiser la bague. Ces gens voulaient une guerre contre l'Iran, ils la voulaient depuis au moins 30 ans. Certains diraient 40, certains diraient 47. Mais sur les 30 dernières années, c'est incontestable. Et l'idée, c'était toujours qu'Israël ne serait jamais en sécurité tant que tous ses ennemis n'auraient pas été vaincus. Et que l'ennemi le plus sérieux était l'Iran. C'était l'argument. Rappelez-vous, l'Iran est l'état parrain du terrorisme dans le monde, et tout le reste, tout cela c'est n'importe quoi. C'est pas vrai. Mais cela n'a aucune importance. La vérité n'a aucune importance. Rappelez-vous de la règle numéro 1. Donc on attaque l'Iran, puis surgit la question, bon, en général, combien de temps cela va-t-il durer? Qu'est-ce que ça va demander? Que pensez-vous qu'on puisse faire? Alors, on se tourne vers les services de renseignement. On se tourne vers les amis israéliens, qui sont de toute façon ceux qui poussent à tout cela. Et au bout du compte, on en arrive à l'idée suivante, ça ne durera probablement pas plus que quelques jours, peut être une semaine, ils vont s'effondrer. On obtiendra ce qu'on veut. Eh bien, cela a échoué. Et s'il existait la moindre chance que cela arrive, seul un imbécile aurait pu conclure qu'une chose pareille était possible. Je pense que les Israéliens lui ont menti et qu'il a choisi de croire au mensonge. Maintenant, il se retrouve dans une situation très difficile et il ne peut pas admettre la défaite. Il doit nier que quoi que ce soit ait échoué. Et nous continuons donc d'entendre ce refrain, nous avons détruit leur armée, ou plutôt, leur force aérienne et leur marine. En réalité, ils n'ont plus de force aérienne digne de ce nom depuis que le Shah a quitté le pays. Il n'y a rien à détruire. Et la marine, ils avaient 7 vieilles frégates faciles à cibler et à couler. Aucun problème. Ensuite, ils ont toutes ces petites embarcations, ils ont des engins submersibles sans pilote, ils ont des appareils de surface sans pilote, nous ne les avons pas tous frappés, c'est très difficile à faire. Et ils ont probablement des enclos pleins de ces maudites choses qui peuvent lancer à volonté. Mais nous continuons d'essayer de faire ce que nous pouvons. Sauf qu'ils retombent toujours sur des indicateurs familiers du passé, de l'époque du Vietnam. Si vous revenez à Desert Storm, vous pouvez entendre Schwarzkopf dire « Aujourd'hui, nous avons détruit 52 pièces d'artillerie et 300 chars. » D'accord, très bien. Nous avons découvert que la plus grande partie de tout cela, c'était du vent, c'était pas vrai. Et deuxièmement, cela n'a rien changé. Cela n'a forcé personne à bouger. Ils sont restés là où ils étaient. Nous avons quelque chose de semblable aujourd'hui avec l'Iran, sauf que l'Iran s'y prépare depuis au moins 20 ans. Ils ont construit d'immenses complexes souterrains. L'ampleur des dégâts qui leur ont été infligés n'est visible qu'en surface, et cela ne semble pas avoir eu beaucoup d'effet sur leur capacité à continuer de lancer des missiles de différentes portées, y compris des missiles balistiques de théâtre. Et ils semblent encore avoir des milliers et des milliers de drones. Donc, cela n'a pas fonctionné. Et rien n'indique que l'Iran meurt de faim. Rien n'indique qu'il soit sur le point de se désintégrer. Rien n'indique qu'il soit sur le point de subir des troubles internes majeurs. Si quoi que ce soit, il existe beaucoup d'indices montrant que nous avons imposé une forte cohésion à la société iranienne. Ce qui nous amène à la question finale. Qu'allons-nous faire? Et le blocus, dans tout ça? Je dirais que le blocus n'est pas aussi sérieux que le président voudrait le faire croire. Je pense que le blocus fait partie de cette façade de cessez-le-feu. À quoi sert ce cessez-le-feu? À se réapprovisionner, à se remettre en état, à se rééquiper, à refaire le plein, à se réarmer. Voilà ce qui se passe dans notre camp. Et, soit dit en passant,
la même chose s'est produite du côté iranien. Les Iraniens ont été ravitaillés, réarmés, réapprovisionnés par les Russes et les Chinois dans la mesure du possible. Je pense qu'une bonne part des pertes alléguées de l'Iran ont été compensées, franchement, au cours des derniers jours, surtout par les Chinois. Alors, le président Trump semble compenser ce qui ne se produit pas en créant l'illusion que des choses se produisent. Il envoie des messages du genre la Chine m'a promis qu'elle n'enverra plus d'armes et qu'elle m'adore. Je vais les rendre heureux parce qu'ils vont entrer dans le Golfe, eux aussi. Et eux répondent « Très bien, allons-y. Tout cela est absurde. Cela n'a aucun sens. Ce n'est pas réel. » Puis nous découvrons que durant les derniers pourparlers, notre ami JD Vance, le vice-président, s'est levé à quelques reprises, est sorti de la pièce et semble avoir rendu compte des progrès à M. Netanyahou. Et nous voyons que Witkoff et M. Kouchner, deux personnes qui ne font pas, à strictement parler, partie du gouvernement, n'ont aucune crédibilité diplomatique. Ils n'ont jamais fait ce type de travail auparavant. Ils se trouvent simplement être des amis milliardaires de Trump, juifs et apparemment sionistes. Et cela suffit pour qu'on les juge qualifiés à représenter les intérêts des États-Unis et du peuple américain. Mettez tout cela ensemble et vous obtenez la question suivante. Alors, Donald, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et je pense que Donald a conclu qu'il n'a plus qu'une seule option, détruire complètement l'Iran, parce qu'il croit que cela forcera la désintégration de l'État iranien et de la société iranienne, et, au bout du compte, obligera les Iraniens à faire tout ce que veulent les Israéliens. Parce que, au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Ce ne sont pas nos exigences. Nous prétendons qu'il y a des exigences, mais ce sont des exigences israéliennes. Quelle est la première exigence israélienne? Plus aucun enrichissement d'uranium. Absolument hors de question. Vous devez l'abandonner complètement, et vous devez nous céder votre souveraineté, en nous laissant inspecter pour nous assurer que c'est bien le cas. Eh bien, les Iraniens ne vont pas accepter cela. S'ils ont appris une chose de cette guerre, c'est que si vous n'avez pas l'arme nucléaire, vous êtes vulnérable à une attaque des États-Unis et d'Israël, qui, eux, possèdent des armes nucléaires. Puis, à mon avis, les autres exigences sont très simples. Vous devez démanteler la majeure partie de votre arsenal de missiles balistiques parce que cela nous menace. Et nous voulons que vous restiez vulnérables à nos attaques pour toujours. Donc cela aussi doit disparaître. Et enfin, quelle est la dernière exigence? Je pense que la dernière, c'est vous ne pouvez pas travailler avec vos amis dans la région ni les soutenir. Oui. Les Iraniens ont donc répondu non, nous ne pouvons pas faire ça. Alors dans ce cas, vous devez être détruit. Fin de la discussion. Et même si Israël est en très mauvais état, il a subi beaucoup de dommages, il n'y a aucun doute là-dessus, nous n'avons évidemment pas le droit de les voir, mais c'est assez grave. Et un grand nombre de personnes ont quitté Israël pour tenter de partir, évidemment des citoyens juifs d'Israël. Mais, au bout du compte, nous attendons tous la fin du cessez-le-feu. Et ce n'est qu'une pause pour se réarmer, se remettre en état, se réapprovisionner. Cela se termine donc lundi, et je pense que lundi marquera le début de la mer de toutes les campagnes de bombardement. Ce sera une nouvelle tentative de campagne aérienne et missiles soi-disant décisifs pour mettre l'Iran à genoux, et cela ne fonctionnera pas. Après 4 ou 5 jours de bombardements intensifs de missiles et de tout le reste, les Iraniens ne se présenteront pas pour se rendre. Les Iraniens vont continuer à lancer des missiles. La vraie question, c'est est-ce qu'on arrivera au point où Donald Trump dira « Voilà tout ce que je peux faire, je ne peux pas en faire plus, je déclare la victoire ». Est-ce qu'il pourra quitter à ce moment-là? N'est-ce pas? Eh bien, cela dépend de qui vous êtes. Si vous êtes Donald Trump, vous ne pourrez pas partir. Les gens diront « Attendez une minute, vous allez remettre tout le Golfe Persique à toutes ces autres puissances et remettre le détroit aux Iraniens? Vous ne pouvez pas faire ça. Bien sûr que nous l'avons déjà fait, parce que avant la guerre, tout allait bien. Le pétrole circulait. Tous les produits essentiels dont le pétrole est une composante étaient fabriqués, des plastiques jusqu'à la microélectronique, l'aluminium, l'acide sulfurique, peu importe, les engrais. Alors,
Qu'est-ce qui pourrait encore arriver? Il y a la Chine. Les Chinois ont des intérêts dans cette affaire. Une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les Iraniens ont d'autres moyens d'exporter leur pétrole. Ils ont des oléoducs terrestres. Ils ont accès à la mer Caspienne, avec ses 2 voies, les chemins de fer et le reste, ils peuvent acheminer du pétrole vers la Chine. Et je ne peux pas vous dire combien, mais je peux vous dire qu'ils l'ont déjà fait. Ce système existe et ils vont l'utiliser. Donc pour l'Iran, c'est pas un effondrement total, contrairement à ce que le président Trump voudrait croire. Mais est-ce que les Chinois vont s'impliquer d'une manière ou d'une autre? Ils veulent avoir accès au pétrole. Ils veulent avoir accès au golfe Persique. Mais si vous êtes assis à Pékin et que vous nous regardez, vous vous dites peut être. Ces gens-là sont des maniaques. La prochaine chose, c'est qu'ils vont installer des missiles à Taïwan et nous défier d'attaquer. Ils veulent nous attaquer sur la question de Taïwan. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver parce qu'en ce moment même, le chef du parti majoritaire à Taïwan s'est rendu à Pékin, a parlé à la direction, au président Xi, et tout le monde a dit « Écoutez, il n'y aura pas de guerre, n'est-ce pas? Il va y avoir une guerre. Et selon toute vraisemblance, nous allons nous voter nous-mêmes dans la Chine. » C'est ce qui va arriver. C'est un retour au programme évolutif déjà en place, avant que nous décidions de défier les intérêts chinois sur leur propre terrain. Peut-être que les Chinois décideront de s'impliquer maintenant. Je ne sais pas. Ils le pourraient. Et puis il y a les Russes. Et bien sûr, les Russes viennent d'engranger, selon leurs estimations, un bénéfice exceptionnel de 1000 milliards de roubles, au-delà de ce qu'ils obtenaient déjà pour leur pétrole. Lavrov était tout récemment à Pékin. Il dit « Drill, baby drill », et nous allons fournir tout ce que nous pouvons à vous, aux Japonais, aux Coréens et à tout le monde, mais nous allons nous assurer que vous, la Chine, obteniez ce dont vous avez besoin. Et maintenant, nous voyons des concentrations de troupes en Ukraine sur 2 axes principaux. L'un part de Soumy et va plein ouest vers Kiev. L'autre est dans le sud, remonterait par Zaporizhia, traverserait la rivière et descendrait vers Odessa. Je ne serais pas surpris de voir Vladimir Poutine dire à ce stade-ci, réglons cela une fois pour toutes. Stratégiquement, il a déjà pratiquement gagné. Mais tout le monde est fatigué de cette nuisance que représentent les drones ukrainiens parce qu'ils n'ont plus rien d'autre à envoyer. Ils n'ont plus personne capable d'attaquer. Ils envoient simplement des gens mourir sur le champ de bataille. Toutes ces choses, d'une manière ou d'une autre, vont finir par converger d'une façon qui sera mauvaise pour nous. Voilà donc mon résumé de ce chaos mondial, si vous voulez l'appeler ainsi. C'est comme ça que je le vois. Oui, c'est une analyse fascinante, colonel. Je voulais justement vous laisser la parole parce que vous aviez tellement de bonnes façons de relier toutes ces dimensions mondiales. Je veux dire, jusqu'ici, nous arrivons maintenant à la 7e semaine. Et ils feront tout ce qu'ils peuvent pour miner l'état de droit et alimenter les troubles dans le pays. C'est cela, l'extrême gauche dure. Mais les autres, quelle différence y a-t-il? Ils vont tous faire essentiellement la même chose. Tout tourne autour de l'enrichissement personnel, n'est-ce pas? Ils font tous partie de ce que j'appelle la plus grande classe Epstein. Pour quelle partie de la classe Epstein voulez-vous voter en novembre? Vous avez bien démontré votre point. Je pense que le prochain mouvement sera probablement une escalade supplémentaire de la part des États-Unis après la fin du cessez-le-feu. Peut être une dernière tentative pour vraiment bombarder l'Iran jusqu'à l'anéantissement. Combien de temps voyez-vous cela durer? Combien de temps voyez-vous durer ce conflit? Si je peux avoir vos prévisions sur ce que vous voyez à partir de maintenant. Mon impression, c'est que le général Kane, qui est essentiellement le directeur opérationnel de cette campagne, est un homme de l'aviation. Il pense en tonnage de bombes, en cible, en frappe, etc. S'il entre dans le bureau ovale après 3 ou 4 jours sans preuve concrète d'un effondrement ou d'une désintégration imminente, ils commenceront sérieusement à parler de la manière de se dégager. Alors comment se dégager? La chose intelligente, d'abord, c'est de ne pas recommencer une autre campagne de bombardement, ce qui serait une perte de temps. J'aimerais que cela n'arrive pas. La chose intelligente, c'est de dire, regardez, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire et nous n'avons pas réussi. Il n'y a qu'une seule voie possible, et c'est pas la puissance militaire. Nous avons besoin d'une conférence internationale réunissant grandes et petites puissances pour s'asseoir et discuter de la façon de mettre fin à cela, de remettre sur pied le complexe énergétique
de gérer le détroit d'Ormuz à l'avenir. Comme je l'ai déjà dit, si vous allez dans les détroits des Dardanelles entre la Turquie et l'Europe et dans le Bosphore, ce sont les Turcs qui en assurent la gestion. Et la convention de Montreux a été conclue en 1926. Les Turcs ont géré cela très efficacement et très compétemment. Il n'y a jamais eu de problème. Je ne vois donc aucune raison de ne pas accepter la réalité et de dire qui possède la plus grande partie du littoral dans le golfe Persique. L'Iran. Qui a le plus grand intérêt à ce qui se passe dans le golfe Persique? L'Iran. Alors, l'Iran pourrait être rendu responsable de la gestion du détroit. Bien sûr, cela devrait être soigneusement défini et délimité à la satisfaction de tous, comme l'a été la Convention de Montreux. Mais ce que vous demandez à Donald Trump, c'est autre chose. Vous lui demandez de rompre avec Netanyahou, de rompre avec les milliardaires sionistes et de dire regardez, nous ne pouvons plus continuer. Cela nuit aux États-Unis. Nous sommes allés trop loin. Est-ce le genre de personnage qui ferait cela? Je ne le crois pas. Je pense que c'est l'homme de Roy Cohn. Et l'homme de Roy Cohn dira attaque, attaque, attaque. Nie tout. Insiste sur le fait que tout va bien et que tout est victorieux. Alors je prête pas trop attention à tous ces messages publiés à 2 heures du matin ou à ces publications. Je pense qu'une grande partie relève de l'imaginaire pur et qu'une autre partie est outrancière. Mais le fait qu'il se mette en scène comme une figure christique suggère une certaine instabilité mentale que on ne peut pas ignorer. Et quand on l'entend essayer de l'expliquer et nous dire « Eh bien, je me voyais comme un médecin qui allait guérir les gens. » C'est incroyable. Cet homme devrait partir. Et je pense qu'il finira par être écarté. Et plus ils le feront tôt, mieux ce sera. Mais le problème, c'est que fait-on ensuite? J.D. Vance est tout aussi aligné que Donald Trump sur le camp d'Israël d'abord. Il est possible qu'il y ait davantage de choses dans le dossier Epstein sur Trump et probablement moins sur Vance. Qui sait? Mais la classe Epstein est encore au pouvoir. Cela ne durera pas. Ils vont tous tomber pour cela. Nous allons vers un territoire terrible, pas seulement à l'échelle mondiale, mais aussi dans notre propre pays. En attendant, vous êtes coincés. Donc, si vous retirez Trump et que vous mettez J.D. Vance à sa place, allez-vous obtenir un changement fondamental? Difficile à imaginer? Oui, très difficile à imaginer. J'ai aussi mis en ligne des textes publiés il y a des années, remontant à 2009, 2008, 2012 et 2018, où je parle de plusieurs des choses que vous voyez aujourd'hui dans le Golfe, l'usage de systèmes de frappe habités et non habités, et leur lien avec la surveillance aérienne, ainsi que le fait que cette surveillance persistante fournit des données de ciblage très précises. L'Iran a donc effectivement transformé tout espace situé de 500 à 1000 milles au-delà de sa frontière en zone létale. Parce que si vous vous y présentez et qu'on peut vous voir, vous serez détecté. Si on peut vous voir, vous serez ciblé. Si vous pouvez être ciblé, vous pouvez être tué. C'est aussi simple que cela. C'est la manière de faire la guerre au XXIe siècle. Nous utilisons... Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.